un plaisir pour moi d'être ici avec vous et je vais animer ce dîner. Au nom du Rassemblement pour un pays souverain, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au traditionnel dîner des patriotes. Le RPS poursuit depuis maintenant 20 ans cette tradition que d'autres avant nous ont maintenue afin que les patriotes de 1837-38 ne soient jamais oubliés. Je voudrais souligner la présence de personnalités publiques parmi nous, de l'ancien chef autochtone, M. Jean Jolicoeur. Bienvenue. Des membres du conseil du RPS. Levez-vous qu'on vous voit un peu, là. Du maire de Saint-Ours, M. Sylvain Dupuis, et des membres du conseil. Merci de nous accueillir dans votre ville. De l'animateur de télé et de radio, M. Gilles Proulx. Merci d'être là. Et du président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Maître Maxime Laporte. De l'auteur des livres La bataille de Londres, de Après le naufrage, M. Frédéric Bastien. De l'ancien ministre du cabinet Marois et ancien journaliste de Radio-Canada, M. Pierre Duchesne. Merci d'être avec nous. Et nous avons une députée avec nous, Mme Julie Vignola, de la circonscription de Beauport-Limoilou du Bloc québécois. Merci, Madame. J'ai sans doute oublié des personnalités. Vous viendrez me voir, je suis assise en avant et je vais faire mention de votre présence. Merci. Avant de poursuivre, je vais vous inviter à vous lever et à garder 1 minute de silence à la mémoire des patriotes décédés au cours de l'année. Je commence à compter quand c'est silence. Merci. Vous pouvez rester debout. Nous allons procéder maintenant au salut au drapeau. Alors, je demanderai à Mme Angela Fanstino et M. Sylvain Gay de s'approcher. Nous allons commencer avec le salut au drapeau. Aloha. Drapeau du Québec, salut. À toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive le Québec! Vive son drapeau! Alors répétez avec moi. Salut au drapeau du Québec. Salut au drapeau des patriotes, pardon. Drapeau des patriotes tricolore, salut. À toi mon respect, ma fidélité, mon amour.
Vive les patriotes de Papineau. Vive les femmes et les hommes de 1837-1838. Vive la République du Québec. Merci. Merci, merci. Alors, je vous rappelle que le salut au drapeau, les paroles furent écrites par M. Gilles Réombe et créées par Françoise Gratton et Gilles Pelletier lors du Gala des Patriotes le 18 mai 2009. Donc, maintenant, je demanderai au secrétaire du Rassemblement pour un pays souverain, M. Christopher Massé, à vous adresser quelques mots. Alors, merci beaucoup, Mme Alpin, vice-présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Plus fort? OK. M'entendez mieux? Oui? OK. Donc, je voudrais remercier Mme Alpin, vice-présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce dîner des Patriotes 2019. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Christopher Massé et je suis secrétaire du conseil d'administration du Rassemblement pour un pays souverain. Comme vous l'avez peut-être constaté, M. Benoît Roy n'est pas présent avec nous aujourd'hui. Pour des raisons personnelles, il devait s'absenter. M. Roy m'a donc confié la lourde tâche de remplir ses souliers lors de cet événement tant attendu. J'aimerais d'abord saluer les membres du conseil d'administration du Rassemblement pour un pays souverain qui ont travaillé très fort à l'organisation de ce dîner. Madame Lise Fortier, vice-présidente. Monsieur Clément Sivret, trésorier. C'est l'avant. Nos conseillères Yves-Rose Amazan. Madame Michèle Leriche. Et Véronique Poirier. Et bien sûr, notre conseiller Victor Charbonneau. Et nous saluons aussi notre deuxième vice-président, M. Umberto De Genova, qui est absent pour des raisons personnelles. Ce dîner des Patriotes est un événement qui est organisé annuellement depuis maintenant 20 ans par le RPS. Notre organisation tient à commémorer les hommes et les femmes patriotes de 1837 et 1838. Ces patriotes ne devraient jamais être oubliés pour leur sacrifice, la liberté et l'indépendance. Nous, Québécois et Québécoises, avons ce devoir de mémoire patriotique. Notre histoire permet justement de construire cette identité sociale. Les patriotes de 1837 et 1838 sont des pionniers et des pionnières de la résistance à la conservation d'une identité francophone en Amérique du Nord dans une ère de mondialisation. Grâce aux patriotes de 1837-1838, l'héritage de cette résistance se poursuit aujourd'hui à travers l'implication de plusieurs militants luttant pour la cause indépendantiste. Ce dîner des patriotes est donc un événement rassembleur et un devoir de mémoire. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Aussi, le Conseil du RPS a adopté récemment une proposition pour la création d'un nouveau prix. Alors, je vous invite ainsi à notre prochain événement, le 15 février 2020, pour l'annonce du premier ou première récipiendaire du Grand Prix de la laïcité. Plus de détails sont à venir. On vous attend en grand nombre. En somme, le Rassemblement pour un pays souverain vous remercie de votre présence et on vous souhaite un bon dîner des Patriotes 2019. Merci.
qu'il y a eu une grande réunion en avant de la maison, ici pas très loin, en face du bureau de poste. Un paquet de patriotes Saint-Oursois sont partis à courir un soir, un matin, pour aller aider nos voisins de Saint-Denis. Quand j'entends ça, puis savez-vous quoi? C'est même pas moi qui ai dit. Donc, quand j'entends ça, je garde espoir. Je garde espoir envers notre jeunesse. Puis surtout, bien, ça confirme que quand moi je pars de la maison pour mon engagement politique, puis que je ne suis pas encore chez nous aujourd'hui, mais avec vous, bien, je pense que notre jeunesse, on est en bonne main avec notre jeunesse. Il faut y faire confiance. En terminant, avant de laisser la parole à les gens qui sont avec nous aujourd'hui, je vous le dis, il y a de l'espoir, puis nos patriotes, ben, ils ne seront jamais oubliés. Je vous le répète, si j'ai oublié de mentionner la présence de quelqu'un, venez me voir. D'accord? Donc, merci, Monsieur Dupuis. Notre prochain invité à prendre la parole est une personnalité bien connue pour qui l'art de la communication n'a plus de secret. C'est un passionné d'histoire et surtout un passionné du Québec. Mesdames et messieurs, vous avez bien deviné que je parlais de Monsieur Gilles Proulx. Chers patriotes, bonjour. Très heureux d'être parmi vous et je me qualifie aussi d'un patriote. Je salue Madame Jasmin, dont le mari a traité mes premières petites maladies de préservatif dans les années 70. Et j'ai connu son mari qui était un ardent indépendantiste déjà à l'heure. C'est la fête des patriotes, mais qu'est-ce qu'on peut se dire de plus que ce que nous savons déjà tous? J'ai beau vous parler d'un événement ou d'une page en particulier, on est un peu entre nous, soit dit. C'est ça notre problème. Nous avons atteint une limite d'auditeurs qui ne déborde pas au-delà du discours déjà reçu. Nous le savons. Ce que tu m'as conté sur un tel, on parlait de Pierre Lemoine, d'Iberville tout à l'heure, tous ceux qui ont étudié l'histoire savent. Mais les élites et ceux qui ont le pouvoir de répandre la connaissance de l'histoire ne sont pas là, et délibérément. Alors nous avons donc été atteints au-delà de ce qu'on a dans nos limites pour convaincre d'autres gens à notre grand projet du Québec. On a atteint la limite et on est donc atteint d'une maladie terrible au Québec qui s'appelle l'indifférence. L'indifférence, quelle chose abjecte quand on y pense, parce que ça ne nous permet plus de communiquer, parce que la persuasion n'entre plus en ligne de compte. Alors, ça nous prend du neuf pour sortir de l'indifférence. Ah, il y a un élément nouveau, c'est bon ça, j'achète ça. Spontanément, émotivement, nous embarquons. Et depuis des décennies, nous sommes dans cette ère de l'indifférence et à acheter du neuf. On a acheté du neuf au début de la Révolution tranquille, en nous disant qu'on sortait de la noirceur pour rentrer dans un régime de lumière tamisée également, croyez-moi. Ça a été bien beau, la Révolution tranquille, les délégations, puis l'affirmation du Québec, mais nous avions là-dedans aussi une lutte à récupérer ce que l'Ontario avait déjà en avance sur nous, ne l'oublions pas. Et toujours est-il qu'on cherchait du neuf. Et du neuf, on en a eu avec ces gens qui avaient de l'éloquence, Jean Lesage au début, débordé par un mouvement indépendantiste, où on découvre du neuf avec un Pierre Bourgault qui devient le plus grand orateur de l'histoire politique du Québec, au-delà d'Henri Bourassa, comme on le vantait dans notre temps, quand on avait 20 ans. Et par la suite, va arriver un autre homme dans la Révolution tranquille, qui s'appelle Daniel Johnson Père, qui va laisser sa santé à se battre dans la reconnaissance des deux nations, qui va faire électriser le Québec sur la scène internationale par la visite d'un grand bonhomme qui s'est appelé De Gaulle. C'était du neuf. Ça citait et ça suscitait de l'espoir. On disait, ah ben là, avec un gars qui nous a internationalisés, ça ne sera pas très long.
Et voilà qu'on est toujours à la case 0. On est rentré dans l'ère de l'indifférence. Et puis par la suite, il y a eu René Lévesque, qui lui aussi était l'homme le plus persuasif de l'histoire politique, en étant un grand démocrate, qui n'a pas réussi également à créer une bouffée d'espoir pour voir qu'on se dégonfle et on rentre encore une fois dans cette damnée indifférence. Et par la suite, il y a eu d'autres moments dans notre histoire où on a traversé le temps pour voir si le Québec, un de ces jours, va-t-il devenir quelque chose, même avec Bourassa, qui va travailler quand même à l'augmentation de la souveraineté énergétique. Mais ça ne va pas plus loin, même s'il atteint à un moment donné 66% d'appui au lendemain d'une humiliation où Brian Mulroney avait suscité un espoir, une petite réparation qui aurait peut-être neutralisé le mouvement indépendantiste, mais il y aurait eu quelques gains quand même. Et non, le massacre qui a été fait par les statu-quistes, les Trudeau, les Lalonde et combien d'autres, les chrétiens, à sortir de leur grenier avec les fils d'araignée dans le visage et venir faire peur au peuple québécois, ça a pogné et on est rentré dans l'indifférence encore une fois. Du 9, on en a eu avec Jacques Parizeau. Oh, un poids lourd de la politique, un gars qui a fait ses preuves et qui va nous amener vers un discours direct, plus de détours, une souveraineté, en voulez-vous ou pas. Et évidemment, il va être aidé par un grand orateur qui est nul autre que Lucien Bouchard, pour aboutir à un score où on a démontré qu'encore une fois, le Québec est-il fait pour perdre? Nous avons perdu. À chaque fois qu'il y a un combat, puis les gens disent « ici on va gagner ». Moi, j'ai toujours tendance comme pessimiste et j'en suis malheureux. 8 fois sur 10, je tombe dessus. T'en fais pas, on est fait pour perdre. On a affaire à des Anglais, ça gagne tout le temps, les Anglais. Alors, toujours est-il pour perdre, alors après avoir suscité un espoir incroyable à 60 000 votes près. Et par la suite, dans le découragement et l'indifférence, il est arrivé un grand patriote, un homme dont nous pleurons aujourd'hui, qui est nul autre, mon ami et votre ami, Bernard Landry, qui est venu donner quand même une touche d'espoir à un redépart pour faire dire que le Québec était beau, puis a joué les arguments économiques. Et ce pauvre Bernard Landry, qui est aujourd'hui un homme de paix, de respect des autres cultures et des autres langues, est l'objet d'un dégobiage systématique par la Gazette, ce torchon qui a déjà invité les gens à aller brûler le Parlement canadien, qui était leur Parlement à eux autres. Ne l'oublions pas. Qui là, il va à bras raccourcis parce qu'on a osé d'attribuer le nom de Bernard Landry à une station du REM Avenir. Voyez-vous, et on nous dit après qu'on nous aime. On nous dit après que le Canada n'est pas un pays raciste. Je ne sais pas ce qu'il est s'il n'est pas raciste, mais il a un mépris. Il a encore dans sa tête collectivement le pouvoir du conquérant. Vous avez été battus, les Québécois. Fermez vos gueules le 13 septembre 1760. En oubliant qu'à 2 reprises, on a sauvé leur pays par la suite. On oublie 1775, on oublie 1812, bien sûr. En oubliant de nous donner un gouvernement responsable avec une menace d'une rébellion, ils ont encore gagné. Est-ce qu'on est fait que pour perdre et rentrer dans l'indifférence qui est notre pire ennemi? C'est un peu ce que nous goûtons. On va avoir encore une fois, dans ce temps de période lamentable et morte, de susciter un espoir. Oh, on a eu un espoir, on s'est débarrassé des limbes avec Couillard et Jean Charest. Jean Charest, le seul espoir qu'on a, il va peut-être aller en prison. Voilà. Mais avant d'aller en prison, ces avocats travaillent très fort pour mettre en prison ceux qui ont fait la rédaction de son dossier qui actuellement fait grand bruit justement avec les scandales et le laisser-faire du Parti libéral, jamais associé à un rêve collectif de surpassement pour la nation qui sont supposés représenter ces gens-là. Et là, actuellement, là, on va commencer à parler d'une course au leadership, à la chefferie. Et on a trouvé un gars en province qui va être le gars idéal. Je l'entendais hier.
pas capable d'évoluer d'un iota après tant d'années de discussion. Je suis un Québécois et Canadien à la fois. On sait ce que ça veut dire, l'égalité des deux. Comme le lapin avec le lion, comme Pierre Bourgault disait très bien. Le lapin avec le lion dans la même cage et faire croire au lapin qui est égal au lion. C'est à peu près pareil. C'est un peu ça notre histoire, à force de défaites. Et là, évidemment, avec Legault, qui nous a cité un petit espoir en disant « ça va brasser, ça va bouger ». Mais on voit justement que ces gens-là, finalement, n'ont pas la témérité d'avoir l'audace et d'aller plus haut et plus loin et se font rabrouer en leur demandant de refaire leurs devoirs. C'est beau comme école. Il y a là-dedans un ministre de l'Éducation, un gars que j'ai moi-même eu l'occasion de connaître un peu, où j'avais tellement insisté sur la réintroduction de l'enseignement de l'histoire pour qu'on sache qui sont les patriotes, par exemple. C'est-à-dire oui, 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 évidemment, dans l'opposition. Actuellement, on discute de quoi dans la réforme scolaire? De la forme des tables d'école, des maladies vénériennes, des relations sexuelles, ou je ne sais pas trop quoi, mais on ne parle jamais de réintroduire l'enseignement de la culture, c'est-à-dire l'enseignement de l'histoire. Oh, on camoufle ça avec l'importance de l'histoire. Sûrement pas que le cinéma québécois, la culture, croyez-moi. Mais ils ne savent pas que dans l'enseignement de l'histoire du Canada et du Québec, il y a de la culture. Il y a de la culture architecturale, il y a de la culture amérindienne, il y a de la culture de cuisine, il y a de la culture de stratégie militaire. Il y a donc beaucoup de culture également si on apprenait davantage l'histoire du Québec dont on refuse encore de l'introduire. Le PQ a repris le pouvoir et a attendu jusqu'à ce qu'il se fasse mettre dehors avant de réintroduire l'histoire. C'est une tragédie. Cette semaine, on a formé un comité avec l'appui de M. Legault, ça fait bien 5 millions, pour le maintenir dans la loi 101, avec Pauline Marois, avec des éminences du Parti libéral et d'autres formations. Oh, que c'est beau de voir cette unanimité des différents partis qui disent « oui, 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 c'est grave ». Montréal est redevenue une ville américaine comme aux années 50, où l'affichage est systématiquement anglais, américain, et on porte plainte à l'Office de la langue française qui ne protège rien, qui ne répond même pas. Pourquoi avoir des ronds de cuir, des gars qui fument des pipes là-dedans, si on les paye tant de millions par année et ne pas aboutir à des changements de visage de Montréal? On va parler de donner des cours de français à des immigrants. J'ai moi-même dans ma famille des gens qui viennent de Cuba, qui veulent devenir cubains, qui veulent devenir québécois, pardon, et qui vont à l'école et qui lâchent l'école. C'est trop dur. C'est pas plus grave que ça. Il n'y a personne qui va venir vérifier et dire « Hey, tu as des cours, tu as accepté, tu t'es battu pour venir ici, quitter ton pays, pour entrer dans ce paradis, l'Eldorado, qui est le Canada, le pays qui t'a donné ton welcome. Et tu te dois d'apprendre au moins l'une des 2 langues officielles, celle qui est la plus mal en point. » Et c'est ça l'erreur, celle qui est la plus mal en point, c'est la nôtre. Donc, on va choisir la plus forte pour l'avenir du continent que nous adoptons. Alors là, 5 millions, et j'entends M. Legault dire, j'ai même enjoint mon ministre, qui est d'ici justement, pas loin, parce qu'on l'a salué ce matin au Monument des Patriotes, où nous étions bien peu nombreux par rapport aux années passées. Est-ce l'indifférence, encore une fois? Alors là, il a dit, j'ai enjoint mon ministre responsable, M. Jolin, à même regarder l'actuelle, retenez bien le mot dans son discours, l'actuelle loi 101. Eh bien, la loi 101, elle n'existe plus. Elle a été percée à 19 reprises par les tribunaux. Elle n'a plus de portée du tout. Si c'est ça l'actuelle loi 101, de faire croire qu'il y a une langue officielle, puis rien de plus qu'on l'offense, qu'on l'insulte lors de grands événements, le Grand Prix ou n'importe quoi, où la loi 101 est bafouée systématiquement. Et évidemment, nous avons comme des élites pour nous défendre, un peu comme la police de Montréal. Pour ça, madame, on ne peut pas rien faire. Alors pour ça, madame, on ne peut pas rien faire parce qu'il y a la charte d'abus qui aide beaucoup les avocats, le soupçon
de Trudeau, dont on va se servir très bientôt, une fois que l'échéance du non-obstant ou de la clause dérogatoire aura été écoulée pour, justement, notre société civile, comme vous le savez. Alors, comme vous voyez, je suis plus ou moins pessimiste. Je suis un prophète de malheur. Et j'en souffre, mes amis, parce que 8 fois sur 10, je tombe dessus. Hélas. Mais il y a peut-être un petit espoir. Quand on voit l'Académie française, fondée par le cardinal Richelieu, à qui on a attribué ce beau fleuve ou ce cours d'eau qui s'appelait la rivière des Iroquois, et quand Champlain est arrivé, il n'a pas vu un Iroquois, il a donc dédié à Richelieu, qui a fondé l'Académie française pour faire rayonner cette langue, parce que la France était une surpuissance à cette époque. Aujourd'hui, voir une femme s'élever et dire qu'on en aura le bol avec les néologismes de franglais et de joual ou de toute langue dérivée et d'anglicisation systématique, à absorber ces mots puis les rentrer dans le dictionnaire, il y a des limites. Ça nous amène à réfléchir plus mondialement, mes chers amis, à voir si l'Académie pourrait pas s'insurger, s'élever, envoyer un électrochoc au gouvernement de Paris et au gouvernement de la francophonie, à savoir que cette langue noble est celle de la précision et celle de la communication par excellence. On le voit dans les traités des Nations Unies. Et de voir ici qu'il y a des discussions avec la maudite mondialisation. La mondialisation n'est rien d'autre que la médicalisation. Le rock'n'roll et le Coca-Cola, on rentre dans des tribus millénaires qu'on est en train de diluer avec l'American Way of Life. Il y a des pays qui commencent à lever la main par dire la mondialisation, c'est bien beau, pour faire circuler votre commerce, mais également nous avons des distinctions culturelles, parfois millénaires, qui devront aussi se manifester. Et c'est peut-être pour cela qu'en Europe, on parle maintenant de basculer l'anglais pour passer aux 2 langues officielles de l'Europe, qui seraient l'allemand et le français. Ce qui est souhaitable, mes chers amis, que l'épanouissement de la langue française se fasse et rejaillisse au Québec pour redonner une deuxième santé et de sortir une fois pour toutes de l'indifférence. Une amie de M. Duchesne depuis quelques années déjà. Donc, c'est avec un plaisir et un grand honneur d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le lauréat 2019 du prix Homer Héroux à M. Pierre Duchesne. Dans le cadre de ma courte présentation, je ferai quelques arrêts sur les éléments qui, je le crois humblement, nous permettront de faire un peu plus connaissance avec le journaliste, le patriote, mais surtout l'homme qu'est Pierre Duchesne. Pierre est un homme curieux, avide d'apprendre, de comprendre ce qui se passe autour de lui et ce pourquoi il en est ainsi. Après ses études en sciences politiques et en journalisme à l'Université Laval, il travaille à Radio-Canada. Les différentes fonctions qu'il y occupe au fil des années lui permettent d'apprendre le B.A.-BA, mais dans son cas jusqu'à X, Y, Z, de tous les détours de sa profession, qu'elle soit radiophonique ou télévisuelle. Le récit journalistique, les longs reportages, les analyses, les enquêtes, bref, un univers de savoir-faire qu'il utilisera dans toutes sortes de circonstances pour explorer, analyser, décortiquer toutes sortes de sujets. L'économie, la justice sociale, la démocratie et bien sûr la politique, qu'elle soit nationale, canadienne ou internationale. Pendant plus de 10 ans, il a été correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Imaginez, pouvoir passer autant d'heures, autant d'années à l'endroit même où ces héros patriotes ont débattu, défendu le peuple, la langue et la culture de la nation. Si l'État du Québec n'était pas laïque, je pense que Pierre aurait dit « c'est le paradis ». Mais il s'est retenu. Pierre ne peut pas supporter l'improvisation, l'à peu près, l'incompétence. Exigeant pour son entourage, mais surtout pour lui, il s'astreint à une rigueur peu commune. Il cherche, recherche, trouve, corrige, modifie,
recommence jusqu'à ce que ses écrits le satisfassent. Il ne dit pas que son travail est excellent, ni même très bien. Au mieux, il dira à ses collaborateurs, à ses collègues, qui sont extrêmement satisfaits et épuisés, j'en sais quelque chose, que le résultat de son travail est bien. C'est tout. Pourtant, presque malgré lui, son travail journalistique est primé par la communauté des radios publiques de la langue française, par Radio-Canada et même par Amnesty International. Intègre, il fait son boulot sans laisser transparaître ses convictions personnelles afin de respecter scrupuleusement son mandat auprès de la population. Informer le plus objectivement possible. Sans savoir, il se prépare à prendre la relève des parlementaires qu'il admirait dans les livres d'histoire de sa jeunesse. En effet, quelques semaines après avoir annoncé sa retraite de Radio-Canada, on lui offre l'occasion de servir. Voilà le mot-clé, servir. Cette fois, où l'histoire se vit et s'écrit. Élu député du comté patriote de Bordua, il devient le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie du gouvernement de Mme Pauline Marois. Enfin, il a la tribune pour pouvoir exprimer sa conviction la plus profonde. Le Québec doit devenir un pays pour l'épanouissement de sa culture, de sa langue, de son peuple. Il le fait régulièrement d'ailleurs. Lorsqu'il prend la parole, il raconte toujours des segments de l'histoire des patriotes. Il met la lumière sur ces hommes et ces femmes trop souvent oubliés, parfois mal aimés par certains bien-pensants, mais dans la pensée de Pierre, ces gens sont incroyablement présents dans la marche inéluctable vers l'indépendance du Québec. Sa position de ministre lui permet alors de mettre de l'avant un projet qui l'anime depuis très longtemps. Revoir le contenu et la diffusion des cours d'histoire dans nos cégeps. Malheureusement, on connaît la suite. Ce projet ne voit pas le jour pour la raison que l'on connaît. Mais, connaissant la ténacité de Pierre, je l'entends murmurer que l'histoire finit toujours par s'imposer parce que l'histoire a toujours quelque chose à dire sur l'avenir d'un peuple. Hein? C'est juste, hein? Engagé dans ses actions, dans ses écrits, dans son cœur, Pierre Duchesne consacre plusieurs années à rédiger les biographies de messieurs Jacques Parizeau et Guy Rocher, des piliers de la construction du Québec moderne, ouvert et fier, pour lequel il consacre une part importante de sa vie. On connaît bien la droiture, la force de caractère et la persistance de Pierre, mais on connaît moins sa sensibilité discrète, bien illustrée par sa collaboration à la rédaction du livre d'une de ses amies gravement malade. Il l'a fait parce qu'elle l'inspire, par son courage et sa résilience. Pierre Duchesne a ensuite été conseiller, puis directeur de cabinet du chef de l'opposition officielle jusqu'au printemps 2016. Il se consacre maintenant à l'enseignement universitaire et complète un doctorat en communication publique à l'Université Laval. Mais au-delà de toutes ces dates, de tous ces combats, de toutes ces réussites et même, évidemment, de toutes ces douloureuses déceptions, je ne doute pas de son extraordinaire contribution qu'il apportera à l'évolution du Québec dans les années à venir. Je veux exprimer toute mon admiration pour un homme de conviction, amoureux fou du Québec et de son peuple, et qui a toujours choisi de faire les choses pour les bonnes raisons, celles qui transcendent sa propre personne. Accueillons cet homme, ce père, ce mari, cet auteur, cet ami, ce journaliste, ce patriote, comme il se doit. Monsieur Pierre Duchesne. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance.
sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roches et de poussière. Merci, merci. Merci, Paul. C'était même gênant, tellement que ça en était beau. Paul a été directrice de mon bureau quand j'ai été élu député dans Bordua. Je ne la connaissais pas. Je l'ai recrutée en prenant conseil et tout. Et on est devenus, bien sûr, des collègues, mais aussi des amis. Dans un gouvernement qui a été d'une durée trop courte, mais qui a été d'une grande intensité. Je voulais remercier le Rassemblement pour ce prix-là. C'est reçu avec beaucoup d'émotion parce que le Rassemblement, c'est un mouvement citoyen. Hein? Alors, un mouvement citoyen, un mouvement de la société civile, ce sont des gens qui ne sont pas là pour faire de l'argent, pour aller chercher de la notoriété, pour prendre de la puissance. Ce sont des gens qui ont des convictions et qui travaillent pour faire avancer leurs convictions. Et dans ce cas-ci, c'est de s'assurer que le Québec puisse se définir autrement puis devenir un pays. Alors, recevoir un prix de gens comme vous, de gens qui sont membres du Rassemblement, on sent que ça vient de gens de conviction et ça ne peut pas faire autrement que de me toucher. Alors, merci beaucoup. Je veux saluer, bien sûr, tous ceux qui sont ici, qui participent à l'événement, Madame la députée, Monsieur le maire, il y a Maxime Laporte, Monsieur Proulx, il y a bien d'autres gens, des gens du CA, et il y aura le conférencier, M. Bastien. J'en oublie peut-être, mais je salue là, tous ceux qui sont des gens dits honoraires, et puis, bien sûr, tous les militants que vous êtes qui se déplacent. Comment vous dire? Moi, le journalisme, ça a été ma première passion, mais qui vient de... Et c'est pour ça que ça me touche, ça me vient de l'intérêt pour l'histoire, parce que 12, 13, 14 ans, je lisais des livres, je trouvais que l'histoire du Québec était vivifiante, qu'elle démontrait une particularité en Amérique du Nord. L'histoire des Patriotes, c'est un récit qui est excitant. Et donc, moi, c'est par l'histoire que je me suis intéressé à l'information, au monde de l'information, et que j'ai décidé de m'engager dans le journalisme. Et bien sûr que quand j'ai avancé dans mes études, et puis après la polyvalente, le cégep, on arrive à l'université, bien là, évidemment, après avoir fait mon bac en Sciences Po, j'arrivais en journalisme, le certificat, et ensuite j'allais vers le marché du travail. Je demeurais, parce que ma passion de l'histoire m'avait transformé en indépendantiste, là, je me disais, je ne peux pas à la fois être un indépendantiste actif dans l'action politique et être un journaliste. Je dois faire un choix. Et c'est là que j'ai décidé d'appliquer ce qu'on appelle dans le métier le devoir de réserve. C'est que vous gardez pour vous vos opinions, vos idées, un peu comme un trésor sous votre cage thoracique. Vous ne perdez pas ces émotions, ces convictions, ces idées-là, mais vous vous dites, je fais un autre travail pour l'instant. Et le pari que je faisais, comme devenant un jeune professionnel de l'information, était de dire, moi, je suis quand même un nationaliste, c'est-à-dire si j'informe, si je donne le plus d'informations, présenter de façon claire, dénonçant les injustices, enlevant le voile un peu derrière des cas de corruption ou de manipulation de la population, je me disais, mon peuple, mieux informé, va être en mesure de prendre de meilleures décisions. Alors ça, moi, c'était un peu ma motivation qui m'a amené pendant 25 ans. Moi, j'ai fait du journalisme pendant 25 ans, d'abord à la radio, ensuite à la télévision. Et pendant ce temps-là, je trouvais que je devais aller un peu plus loin. Parce que le journalisme, des fois, vous avez l'impression que vous faites un reportage, mais que vous auriez beaucoup plus à dire. Et là, j'ai entamé une recherche sur un homme remarquable, qui était Jacques Parizeau.
Mais vous savez que quand j'ai écrit cette biographie sur Jacques Parizeau, il était vivant, donc on a fait une 50aine de rencontres ensemble. J'ai rencontré aussi 120 autres personnes. J'ai fait des recherches dans les archives. Son fonds d'archives était constitué à lui seul de 122 boîtes. Hein. Je les ai ouvertes une par une. Puis, bon. Mais ça, j'aimais ça, parce que, à la différence du journalisme dans le quotidien ou même dans l'hebdomadaire, vous faites vos entrevues, vous faites le montage, mais vous n'avez pas l'occasion toujours de faire une véritable recherche. Et la biographie m'a permis de faire ça. Maintenant, encore une fois, j'étais au fond de moi-même un indépendantiste, mais j'écrivais une biographie comme journaliste, hein, engagé à Radio-Canada, une société d'État, et qui avait des politiques et des normes journalistiques, une éthique. Alors, je me devais de faire ce qu'on appelle dans le métier une biographie non autorisée. C'est-à-dire que, bien sûr que Jacques Parizeau me donnait des entrevues, me donnait accès à ses archives, mais il ne corrigeait pas l'ouvrage. Je ne lui donnais pas le manuscrit avant publication où il allait corriger, censurer, dire on n'aborde pas ça. Non, j'abordais ma démarche comme une démarche journalistique, c'est-à-dire de faire un ouvrage où entre ériger un monument ou démolir une personne, il y a un espace énorme qui est de raconter la vie d'un personnage. Et j'avais dit à M. Parizeau, parce que rappelez-vous à l'époque, il y avait eu la défaite référendaire, et il y avait eu cette déclaration qui avait été jugée très durement sur le vote ethnique et l'argent. Et moi, je lui ai dit, M. Parizeau, moi, je fais le pari qu'avec une biographie qui va relater l'ensemble de votre vie, ceux qui auront lu la biographie vont vous évaluer sur l'ensemble de votre vie. Ils vont voir tout ce que vous avez fait et vous ne pourrez pas que vous en tirer autrement que de façon grandiose. Et je me souviens au moment de son décès, comment les Québécois, peu importe les opinions politiques, ont rendu hommage à cet homme-là. Donc, il y avait comme une reconnaissance de la nation québécoise à l'endroit de ce que Jacques Parizeau avait fait. Alors ça, moi, c'est un travail qui à la fois me réconciliait, voyez-vous, avec un rôle qui est de faire un ouvrage journalistique, mais aussi de mettre la lumière sur un personnage pour le définir totalement, avec ses forces et faiblesses, mais surtout avec son intégrité. Je veux peut-être profiter de ça pour vous dire que, bien sûr que moi, je me suis retiré du monde politique et maintenant, je crois toujours à l'avancement du Québec, au Québec indépendant, mais j'ai décidé, après, bon, dans le journalisme, j'informais les gens, j'informais mon peuple. Dans la politique, j'avais donc les idées, et là, j'essayais de transmettre ces idées politiques et de les faire partager par l'ensemble. Et maintenant, je suis dans l'enseignement où je transmets maintenant du savoir. Alors, bien sûr que dans le savoir, il y a des idées, mais je ne transmets pas des opinions. J'essaie cependant, avec notre nouvelle génération, de leur donner un corpus, un cadre qui soit le plus solide pour qu'ils puissent bien fonctionner dans la société, puis avancer eux-mêmes en toute indépendance, hein, avec un sens critique qui leur permet de ne pas être manipulés. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, l'information arrive de partout et la désinformation aussi. On le sait avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a des périls aussi. Donc, pour moi, mon nouveau rôle, il est là. J'ai décidé de mettre la lumière sur un autre personnage qui est Guy Rocher, sociologue remarquable, qui, lui, n'était pas qu'un théoricien. Hein? Il était un de nos premiers sociologues. Enfin, c'est le premier qui est arrivé avec un doctorat de Harvard pour enseigner la sociologie. Il y avait d'autres sociologues avant, mais ils n'avaient pas reçu de doctorat par une université laïque, je dirais. Et parlant de laïcité, ben, c'est évidemment un des hommes qui, comme membre de la commission parents, a permis la laïcisation de notre système d'éducation, par en même temps le système de santé et tout. Étonnamment, hein, la question revient beaucoup dans l'actualité sous une autre forme aujourd'hui. Peut-être terminer en vous disant que je pense qu'il faut se dire, puis M. Proulx l'a mentionné tout à l'heure, on parle beaucoup entre nous, patriotes indépendantistes. Et je pense qu'il faut commencer à parler avec les autres. Parce que, de toute évidence, si on veut que ce rêve puisse se réaliser, puis là, peut-être qu'il se réalisera à un rythme qui n'est pas toujours celui qu'on souhaite. Hein. Moi, j'aurais voulu que ça se fasse déjà en 80, je n'avais pas le droit de vote, mais j'espérais que ça puisse se faire, en 95 et tout. Bon, on veut que ça se fasse le plus rapidement possible. Mais je pense qu'un indépendantiste doit être magnanime. Un indépendantiste québécois, comme l'ensemble des Québécois, on doit maintenant et enfin se comporter comme des majoritaires. Parce que quelqu'un qui est un majoritaire
est attirant parce qu'il donne aussi l'impression, premièrement, il a confiance en lui, en elle, et il donne l'impression aussi qu'il a le pouvoir de changer les choses. Alors, je pense que le Québec a beaucoup avancé, s'est doté d'institutions. Le Québec, sans avoir la définition et tous les pouvoirs d'un pays, a les contours d'un pays. On le sait bien. Quand on voyage à l'extérieur, on voit que le Québec a tous les atouts d'un pays, de par son système économique, sa culture, ses institutions. Mais il faut le nommer. Il faut se libérer de ce régime fédéraliste. Donc, je pense que, comme indépendantiste, il faut parler plus avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Et ça, là-dessus, je vous dirais qu'il n'y a pas juste nous, ici, patriotes de longue haleine, qui ont à se poser des questions là-dessus, mais il y a aussi la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération est prise dans des réseaux sociaux où souvent, on n'a que ceux qui pensent comme nous, hein, qui deviennent nos amis, qui sont dans des cercles. Et là, il y a le danger des chambres d'écho. Hein? Vous parlez, puis c'est votre propre écho qui vient. Et vous acceptez que ceux qui concèdent ou qui acceptent de colporter vos propres préjugés. Alors ça, il y a cette tendance-là dans les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai confiance que la nouvelle génération, avec cette technologie-là, va apprendre à la maîtriser, la technologie. Comme nous, on a maîtrisé à d'autres époques d'autres technologies qui sont arrivées. Avec l'apparition de la télévision, il y a bien des idéologues et des théoriciens universitaires qui ont dit que la télévision, ça va être l'abrutissement des gens, puis on va tous devenir des petits robots. Bon, on voit bien que la télévision, ça dépend bien sûr de quelle utilisation vous en faites. Et puis maintenant, on peut choisir quelle programmation on veut, qu'est-ce qu'on va enregistrer, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas enregistrer. Alors, gardons ça à l'esprit. Gardons à l'esprit, finalement, que je voyais ce que Maxime Laporte a fait avec cette magnifique initiative de la Fondation de la langue française. La langue française, ce n'est pas qu'une question non plus de normes ou de on doit ou on ne doit pas. La langue française, c'est de la poésie. M. Proulx disait, c'est une langue de la précision. C'est une langue de la culture, de la chanson, du cinéma, de l'image. Parler français, c'est aussi une façon de voir le monde. C'est une façon de porter des valeurs très différentes de ce qui se fait au Canada anglais, de ce qui se fait aux États-Unis. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont différents. Et nous, on a une distinction propre. La langue française doit être une fierté ressentie qui s'exprime beaucoup aussi à travers l'art. Il ne faut jamais oublier ça. René Lévesque avait de la misère avec la loi 101 parce qu'il y avait loi devant 101. Il considérait qu'on allait un peu forcer les gens, limiter leur liberté. Bon, il a accepté la loi 101 parce qu'il a bien vu qu'au Canada anglais, puis une partie des forces politiques au Québec ne voulaient pas d'aucune façon laisser un espace aux Français. Mais gardons ça à l'esprit. Hein, il faut, dans nos messages, nos convictions ne sont plus suffisantes. Ce n'est pas parce qu'on est indépendantiste que ça va se faire. Ce n'est pas parce qu'on exprime nos convictions avec force qu'on va convaincre la voisine ou le voisin. Il faut discuter, il faut accepter de parler avec des gens qui sont différents de nous, rester des gens de conviction, mais avoir une écoute et une certaine sensibilité, accepter des choses qui nous choquent pour ensuite discuter, pour qu'on puisse avancer. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Pourquoi on changerait tout à coup pour certaines stratégies? Parce qu'on veut que le pays se fasse. On veut que le pays se fasse. On pense que le Québec, c'est la seule façon de grandir, d'avoir sa pérennité, d'assurer à nos enfants et nos petits-enfants une société différente et libre, c'est d'avoir un Québec enfin indépendant, un Québec enfin libre. Merci beaucoup pour l'hommage. Je ne suis pas des grandes moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de pater noster, de credo. Je suis de 10 enfants à table. Merci beaucoup, M. Duchesne. Merci aussi, Mme Laprise, d'avoir parlé. Avant de poursuivre, juste vous rappeler que nous sommes en train de passer avec des coupons pour participer à un tirage. Il y a le cadre ici de Bernard. Il y a aussi des livres et des foulards et drapeaux, ou juste drapeaux. Bref, poursuivons maintenant. C'est 2 drapeaux de patriotes. OK, donc 2 drapeaux de patriotes. Livre ici, la Fête nationale du Québec. Et 10 journées qui ont fait le Québec. Ça ici. Et, oui. Une ceinture fléchée. Et une ceinture fléchée. Et des quoi?
Épinglette. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, ils vont passer. Donc, n'hésitez pas. OK, mais on va continuer tantôt. On est... Parfait. Merci. Dernier appel pour ceux qui voudraient participer au tirage. Merci. Merci. Donc, notre prochain invité est professeur au Collège Dawson en histoire. S'il vous plaît, messieurs, ne soyez pas dissipés. Sinon, vous allez faire une numéro de claquette ici. OK? Donc, notre prochain invité est professeur au Collège Dawson en histoire, natif de Montréal. Il est diplômé en histoire et en sciences politiques de l'Université de Montréal. Il a complété une maîtrise et un doctorat à l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève. Il a travaillé pendant plusieurs années en Suisse et au Québec, dans les médias, avant de devenir enseignant au Collège Dawson. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont La bataille de Londres et Après le naufrage, refonder le Parti québécois. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement M. Frédéric Bastien. Merci d'abord, merci à tous, merci au Rassemblement pour un pays souverain de m'avoir invité en cette journée de commémoration des Patriotes. Alors, je suis très heureux, très honoré d'être aujourd'hui parmi vous. Alors, le sujet de mes propos aujourd'hui sera simplement ce thème, cette idée qui nous anime tous. Comment remettre le projet d'indépendance sur les rails? Alors, ça va être ça qui va être le fil conducteur. Je suis moi-même un militant indépendantiste de la première heure. J'ai milité dans les années 70. Et comme il y a une photo de Bernard Landry, je ne peux pas m'empêcher de me vanter un peu puisque j'ai milité pour Bernard Landry en 1976. J'habitais à Laval, en comté de Fabre, et ma mère m'avait réquisitionné, mon frère et moi, pour distribuer des dépliants, n'est-ce pas, à l'effigie de M. Landry. Et on avait joué le jeu, alors on distribuait les dépliants du Parti québécois dans le comté. Et le soir du 15 novembre, je n'étais pas très heureux parce que mes parents nous avaient fait garder, moi et mon frère, ils étaient allés célébrer la victoire. Alors nous, on s'était ramassés à la maison sans nos parents. Alors, du haut de mes 7 ans, ça avait été un peu une déception. Alors, comment on fait pour remettre ce projet d'indépendance sur les rails? Alors, à mon sens, il faut faire une chose très importante, mais très difficile. Il faut réinvestir la question du régime. Il faut refaire la bataille ou reprendre la bataille sur cette question fondamentale du statut politique du Québec dans le Canada, c'est-à-dire des questions comme, par exemple, le statut du français et de l'anglais, donc la question des langues officielles, la question du multiculturalisme, la question du pouvoir des juges fédéraux, la question du multiculturalisme et la question des pouvoirs du gouvernement du Québec, des pouvoirs des autres provinces, des pouvoirs évidemment du gouvernement fédéral. Et toute cette question se retrouve codifiée dans un document fondamental qu'on appelle la Constitution. Et donc, cette question du régime, quand on est indépendantiste, il faut s'opposer au régime. Il faut combattre le régime. Il faut que nos actions politiques, nos gestes politiques, nos propositions s'inscrivent en faux contre le régime. Il faut mettre le régime sur la défensive. Il faut que tout ce que nous fassions, tout ce que nous incarnons, soit dirigé vers une attaque frontale contre le régime. Alors, si on n'est pas contre le régime, si on n'est pas dans le combat contre le régime, on est nulle part, on est dans rien. Alors, moi, évidemment, j'ai grandi un peu avec cette question du régime. J'ai fait de la socialisation politique, notamment à l'époque de l'accord du lac Meech. Et je me souviens au secondaire, au milieu des années 80 à Laval, il y avait très, très peu d'élèves qui étaient politisés. Il y avait très peu d'élèves qui étaient nationalistes. J'étais parmi les seuls. À cette époque-là, j'avais commencé à m'intéresser à la politique, non pas par mes parents, qui m'avaient quand même préparé à ça, mais là, par moi-même. Et nous étions très peu nombreux, n'est-ce pas, à s'intéresser à la politique. Je me souviens d'avoir milité toujours dans Laval lors des élections de 89.
à l'époque où M. Parizeau était revenu aux affaires, et le PQ s'était fait lessiver. On a vu 40 du vote et à peine plus qu'en 85. À l'époque, 40 du vote, c'était une très grosse défaite pour nous. Aujourd'hui, on dit ça, on croit rêver. Alors, on avait fait à peine mieux en pourcentage qu'en 1985. Et en députés, on avait quelques députés de plus, 6, si ma mémoire est bonne. On était passé de 23 à 29. Et la question de l'indépendance avait été reléguée vraiment à une question de seconde importance durant cette élection. Et là, boum, 9 mois plus tard, l'échec du lac Meech. Alors là, il y avait eu toute une effervescence, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là. Et moi, je me souviendrai toute ma vie de ce défilé de la Saint-Jean-Baptiste à l'époque de l'échec du lac Meech, qui avait eu lieu, souvenez-vous, le 25 juin 1990. Alors, je vois qu'il y en a qui sourcillent. Pourquoi c'est le 24, la fête nationale? Mais le 24, il pleuvait à boire debout et les organisateurs avaient remis le défilé au 25. Et là, le matin, il faisait encore pas très beau, mais tout d'un coup, le soleil était sorti. Et là, il y avait des dizaines de milliers de Québécois qui étaient là dans la rue, qui scandaient des slogans. Alors moi, je me souviens, dans l'endroit où j'étais, dans le défilé, pendant très longtemps, on avait scandé « Québécois dans la rue » et « Chrétiens dans le cul ». Donc, je vois, il y en a qui s'en souviennent. Alors, parce qu'évidemment, M. Chrétien était devenu chef du Parti libéral à cette époque-là. Et donc, c'est ça qui a propulsé à nouveau le mouvement indépendantiste. C'est ça qui a remis du vent dans les voiles du mouvement indépendantiste. C'est rien d'autre, mais tout autre que cette question du régime. Donc, c'est toute cette question du régime, en fait, c'est ce que j'aurais dû dire, qui a permis au mouvement indépendantiste de, à nouveau, avoir le vent dans les voiles. Et ça a porté M. Parizeau à son retour au pouvoir. Ça nous a porté, évidemment, jusqu'au deuxième référendum. Et là, les fédéralistes, et en commençant par les fédéraux, ont évidemment réalisé ce que je viens de vous dire, que la question du régime, n'est-ce pas, était celle qui faisait avancer les indépendantistes. Que la question du régime, quand on discutait du statut politique du Québec dans le Canada, cela donnait des armes aux indépendantistes. Et ils en ont tiré une conclusion toute logique et toute normale, qui était la suivante: il ne faut surtout pas parler de la question du régime. Et là, déjà, M. Chrétien, je pense, a été un des premiers à réaliser cela, dès l'élection de 1993, à l'époque où il se présentait donc pour devenir premier ministre, il allait gagner, comme vous savez. M. Chrétien disait, je me souviens d'une entrevue qu'il avait donnée, on avait vu à la télévision, il disait, écoutez, là, le chômage de la Gaspésie, là, la Constitution, ça ne lui dérange pas. Alors, déjà, il voulait dire, voilà, la Constitution, c'est pas important, c'est une fausse question. Avant que le mot apparaisse, M. Chrétien avait inventé cette expression, il faut parler des vraies affaires. Alors, il ne faut pas parler de la question du statut politique du Québec dans le Canada, parce que ça, ce n'est pas les vraies affaires. Mais évidemment, à l'époque, en 1993, cette question-là était beaucoup trop présente, cette question-là était beaucoup trop ancrée dans les esprits pour que disons que cet encouragement de M. Chrétien, que cette nouvelle maxime de M. Chrétien devienne, se mette à devenir prévalente. Alors, les années ont passé et le plus grand malheur, me semble-t-il, du mouvement indépendantiste, c'est qu'après le deuxième référendum, donc celui de 1995, il y a lentement mais sûrement de plus en plus d'indépendantistes qui ne savaient pas en quelque sorte à quel sein se vouer pour relancer l'option indépendantiste, qui ont adopté le paradigme des vraies affaires. Pour faire avancer la souveraineté du Québec, il faut parler aux gens des vraies affaires. Alors, je me souviendrai toujours, j'avance un peu dans le temps, au milieu des années 2000, je me souviendrai de 3 députés du Parti québécois. Alors, il y avait Jonathan Valois, Stéphane Tremblay et Alexandre Bourdeau qui avaient dit, voilà, il faut faire la souveraineté du Québec pour protéger l'environnement. Alors, si vous êtes pour l'environnement, votez pour la souveraineté. Alors, je me souviens j'écoutais un peu leurs propos, ils avaient fait une tournée du Québec avec ça, et là, je me disais, mais voyons,
Évidemment, l'environnement, c'est une question très importante, bien sûr, c'est une question fondamentale, une question de survie même. Mais pour régler cette question, on a juste à voter pour le meilleur parti environnementaliste à Ottawa, le meilleur parti environnementaliste à Québec et le meilleur parti environnementaliste au municipal. Et voilà, on n'a aucunement besoin de faire la souveraineté pour protéger l'environnement. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Alors, oui, l'environnement, c'est important, mais est-ce que c'est au cœur du combat national du Québec? Ben non. Ce qui est au cœur de notre combat national, c'est la survie du peuple québécois. Et cette survie, elle s'incarne dans notre combat pour le statut politique du Québec. Encore une fois, si on n'est pas sur la question du régime, nous ne sommes nulle part. Et donc, cette question du régime, elle a ressurgi par hasard, peut-être pas par hasard, mais sans que les indépendantistes y aient vraiment contribué, au milieu des années 2000 et un peu avant la fin du règne chrétien, avec la question du scandale des commandites. Alors, souvenez-vous de la commission Gomery, n'est-ce pas? Auparavant, il y avait eu un rapport dévastateur de la vérificatrice générale qui pointait du doigt toutes les irrégularités qui avaient été commises avec ce scandale des commandites, n'est-ce pas? Le gouvernement chrétien qui avait donné de l'argent à gauche, à droite pour faire la promotion du fédéralisme au Québec, et tout ça avait été un immense scandale. Il y avait des gens véreux qui s'en étaient mis plein les poches. Et en 2004, le Bloc québécois avait fait campagne avec ce slogan « Un parti propre au Québec », et M. Duceppe a fait élire 54 députés sur 75 avec 49% du vote, le meilleur score qu'ont fait les indépendantistes québécois dans leur existence, ex aequo avec le score de M. Bouchard en 1993, lors de la première élection du Bloc québécois, 49% et des poussières, ex aequo avec le résultat du référendum de 95, 49%, ex aequo avec le score de M. Lévesque en 1981, qui avait fait campagne contre le rapatriement unilatéral de la Constitution. 4 résultats qui marquent notre sommet historique, 4 batailles livrées sur la question du régime. Sans cette question du régime, nous ne sommes nulle part. Et malheureusement, cette question du régime est retombée après la commission Gomery et nous sommes retombés avec elle nulle part dans le no man's land de la question, de cette absence de la question du régime portée politiquement par un parti. Et cette question du régime, elle est brièvement réapparue en 2013 lorsque j'ai sorti mon livre « La bataille de Londres ». Alors, d'abord, moi, quand j'écrivais ce livre, je disais à des amis, j'ai l'impression, j'ai l'intuition, en fait, j'ai même la conviction très forte que ce livre va être un grand succès. Pourquoi? Parce que ce livre porte sur la question du régime. Et j'en étais convaincu. Et je me souviens d'une conversation que j'avais avec un très bon ami à moi qui était à l'époque, qui est un sondeur, qui était vice-président chez Crop à l'époque. On était en plein printemps érable. Et là, il me disait, voyons Frédéric, les Québécois ne sont pas sur cette question, ça ne les intéresse plus. Nous sommes passés à autre chose. Exactement ce que j'entendais moi-même quand j'étais jeune dans les années 80. Ah, les jeunes ne sont plus là, etc. On connaît ce refrain. Et je lui avais dit, non, moi je pense que c'est une question très fondamentale. Et le livre a fait un grand scandale avec plusieurs révélations, notamment sur le rôle de la Cour suprême lors du rapatriement de la Constitution. Mais surtout, j'avais encore des contacts en politique. Je n'étais plus un militant actif à l'époque, mais j'avais des contacts. Et lors de la rédaction, lors de la recherche pour mon livre, La bataille de Londres, j'avais reçu des documents d'archives du gouvernement fédéral qui étaient des documents censurés. Autrement dit, le gouvernement fédéral, Ottawa, cachait de l'information sur le rapatriement de la Constitution. Alors j'ai dit à mes amis, voilà une occasion pour le PQ, donc Mme Marois était au pouvoir à l'époque, et Pierre Duchesne qui pourra en parler mieux que moi, mais je me suis dit, voilà une occasion de marquer des points, et j'ai envoyé le message à travers mes contacts politiques. Mme Marois, le gouvernement Marois pourrait exiger du gouvernement fédéral qu'il rende public toutes les archives
du rapatriement constitutionnel. Donc, pour la première fois depuis très longtemps, le Québec reprendrait l'offensive sur cette question du régime, non pas en demandant un meilleur partage des pouvoirs, non pas en demandant la société distincte, non pas en faisant un référendum sur la souveraineté, en ce que faisaient les libéraux se battaient pour un fédéralisme renouvelé, le PQ se battait pour l'indépendance, donc non pas avec ces batailles, disons, plus traditionnelles, mais en faisant une demande simple, donnez-nous les archives du rapatriement. Et comme de fait, ça a fait une controverse formidable, le PQ a mis les fédéraux sur la défensive. Il y a une motion qui a été présentée à l'Assemblée nationale, et là, demandant les archives, et là, les libéraux, la CAQ et QS n'ont pas eu d'autre choix que de venir nous appuyer. Ils sont venus sur notre terrain, le terrain de la question du régime, et on a polarisé avec cette question. On s'est opposé aux fédéraux qui nous ont envoyé une fin de non-recevoir. Et je me souviens, à un certain moment donné, mon livre, mes amis me disaient « Non, je pense que ça n'aura pas le succès que tu penses. » Comme je vous disais il y a quelques instants, La bataille de Londres se vendait plus que 50 nuances degrés, un roman sadomasochiste. Alors, c'est pour vous dire à quel point, n'est-ce pas, quand c'est rendu que vous vendez plus de livres sur la Constitution qu'un roman érotique, bien, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et ça veut dire que c'est une question qui intéresse les Québécois. C'est une question, donc, fondamentale. Alors, je voulais que cette question redevienne au centre du jeu politique. Et la grande question, c'était comment? La chose la plus difficile en politique, à mon sens, la plus essentielle et la plus fondamentale, c'est de dire concrètement comment on atteint l'objectif. Le comment, c'est le plus difficile. Alors, si vous voulez faire une bataille sur la question du régime, la question du statut politique du Québec, le plus difficile, c'est comment? Alors, évidemment, on peut faire un grand discours sur l'indépendance. Hein? Il y a des gens, M. Proulx a parlé tantôt, mais évidemment, et M. Duchesne aussi parlait de la caisse de résonance. La grande question, c'est comment faire pour amener de la nouveauté? Comment faire pour interpeller les gens en dehors des cercles de convaincus? Comment faire pour imposer ce débat dans l'actualité politique? C'est ça qui est le plus difficile et de très loin. Et de très loin. Alors, j'avais concocté un plan que j'ai d'abord proposé à M. Péladeau. Bon, évidemment, comme vous le savez, M. Péladeau n'est pas resté longtemps, mais ce plan, la clé de voûte de ce plan, s'appuyait sur une décision de la Cour suprême du Canada qu'on a appelée le renvoi sur la sécession, qui date de 1998 et qui a donc à ce moment-là énoncé ceci, une décision qui a créé du droit, qui a inventé du droit. Donc la Cour suprême régulièrement invente du droit, n'est-ce pas? Alors ce qui est tout à fait illégitime, mais en l'occurrence, ce qu'elle a inventé peut nous servir. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la Cour suprême, dans ce renvoi sur la sécession? Et là, je vais vous le lire. Elle dit ceci: la tentative légitime par un participant de la Confédération de modifier la Constitution a pour corollaire l'obligation faite à toutes les parties de venir à la table de négociation. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que si l'Assemblée législative d'une province, si l'Assemblée nationale du Québec vote à majorité une motion qui dit « Nous voulons discuter, nous voulons rouvrir la Constitution », il va obligatoirement, dis-je bien, voilà, merci, y avoir un nouveau round de négociations constitutionnelles. Alors, c'est avec ça à l'idée que j'ai, après avoir parlé à M. Péladeau, que j'ai abordé la question avec M. Lisée. C'est ce que je raconte donc dans mon livre « Après le naufrage ». Et donc, je l'ai rencontré en juin 2017, juste après l'échec de la convergence.
cette très mauvaise idée qui était la convergence, qui ne pouvait que nous amener des mauvais résultats, que ça ait fonctionné ou que ça a foiré. On a fait un pacte avec, avec le diable. Voilà, merci, j'ai pas osé le dire, mais c'est ce que je pensais. Alors, voilà, ça s'est retourné contre nous. Mais j'étais convaincu qu'il n'était pas trop tard pour corriger le tir. Alors, ce que j'ai dit à M. Lisée, essentiellement, c'est la chose suivante. Depuis des années et des années, nous faisons la bataille, non pas du régime, mais nous nous positionnons sur l'axe gauche-droite. Et l'axe gauche-droite, pour nous, c'est vraiment la mauvaise chose à faire parce qu'évidemment, alors, il y a des électeurs à gauche, à QS. Alors, si on leur promet quelque chose pour ces gens-là, bien évidemment, on perd du vote à droite aux électeurs plus conservateurs en région, dans le 4-5-0, etc. Et si on promet des choses pour les électeurs plus conservateurs, eh bien, à ce moment-là, on perd du vote à gauche, à QS, dans les centres urbains. Alors, et là, on est comme ça depuis des années. On est comme un chien qui tourne après sa queue, n'est-ce pas? Évidemment, ça mène à rien. Nous saignons des deux côtés à la fois. L'axe gauche-droite, la polarisation gauche-droite, c'est du poison pour nous et nous buvons du poison à grande rasade, élection après élection, depuis des décennies. Je suis devant Maxime Laporte, je ne peux pas m'empêcher de rappeler une discussion que nous avons eue au printemps. Ça fait des années que je connais Maxime, et au détour de la conversation, Maxime me dit « Tu sais, moi, je suis un gars à gauche. » Bien, c'était la première nouvelle que j'en avais. Ça fait depuis 10 ans, oui, plus même. Je sais que Maxime joue de la batterie, je sais plein de choses sur sa vie. Et ça ne m'intéresse pas de savoir que quelqu'un est à gauche ou à droite. Ce qui nous réunit, c'est notre ambition pour la nation, pour l'indépendance. C'est le fondement de notre alliance, de notre coalition. L'axe gauche-droite, ce n'est pas notre terrain. Il faut s'éloigner de l'axe gauche-droite. Et donc, c'est ce que j'ai dit à M. Jean-François Lisée. Il faut trouver une façon de sortir de l'axe gauche-droite et de polariser entre fédéralistes et souverainistes. Et la seule façon de faire cela, parce que, encore une fois, il faut imposer le débat, la seule façon, c'est de promettre que nous allons forcer une négociation constitutionnelle. Et si on fait ça, je peux vous assurer que l'axe gauche-droite va disparaître du radar. Alors, enfin, il ne va pas disparaître complètement, mais il va être relégué en arrière-scène, j'en suis convaincu. Alors, pour faire une histoire courte, M. Lisée ne me croyait pas. M. Lisée était convaincu que les Québécois n'étaient pas là, mais il a quand même accepté de nous faire travailler, moi et un petit comité, sur différentes propositions en nous demandant, ben voilà, si on faisait des revendications constitutionnelles, alors qu'est-ce que ça serait, quelle forme ça prendrait? Alors, je vous résume très rapidement, mais en gros, on avait formulé des propositions où on disait, par exemple, on voulait que le multiculturalisme canadien cesse de s'appliquer au Québec. On voulait que le bilinguisme canadien cesse de s'appliquer au Québec. On voulait avoir plus de pouvoir sur cette question fondamentale pour notre survie, qui est l'immigration. Donc, on avait quelques demandes ciblées, très précises, mais sur des questions tout à fait fondamentales. Et des questions, évidemment, qui s'opposaient à la logique du régime canadien. Et donc, M. Lisée ne me croyait pas. Et là, je lui ai dit, Jean-François, si tu ne me crois pas qu'il y a un potentiel derrière ces propositions, fais des sondages. Et tu vas voir que je dis la vérité. Alors, M. Lisée a fait des sondages internes et nous a reconvoqués, moi et quelques autres, pour une réunion de stratégie qui a eu lieu au début janvier 2018. Et là, M. Lisée était extrêmement surpris des résultats de son propre sondage. Alors, dans ce sondage,
on avait posé un certain nombre de questions. D'abord, la première question était l'appui à la souveraineté qui tournait autour de 33 %, n'est-ce pas? Alors, on n'était pas complètement mort. On tourne, bon an, mal an, autour de 33 %, incluant chez les jeunes en passant. Hein, si les jeunes ne sont pas moins indépendantistes que les autres groupes d'âge. Alors ça, c'était une première constatation. Et dans ce sondage, on demandait aux Québécois, est-ce que vous pensez que le français est menacé au Québec? 60 % des gens pensaient que le français était menacé au Québec. Est-ce que vous croyez que le Québec forme une société distincte? 70 % des gens pensaient que le Québec forme une société distincte. 60 % des gens voulaient que cette réalité soit reconnue dans la Constitution. Et on avait une autre question. Est-ce que vous voudriez qu'un gouvernement du Parti québécois fasse des batailles pour obtenir plus de pouvoir? 59 % des gens disaient oui, on veut que un éventuel gouvernement du Parti québécois fasse des batailles pour obtenir d'autres pouvoirs. Et donc, et moi, quand on a regardé ces résultats-là, à cette dernière question, j'ai dit à M. Lisée, on aurait pu remplacer dans cette question gouvernement du Parti québécois par gouvernement libéral, gouvernement Québec solidaire, gouvernement, Dieu nous en garde, gouvernement de la CAQ ou gouvernement libéral, donc, et on aurait obtenu probablement la même proportion. Les gens s'attendent à ce que leur gouvernement national fasse des batailles pour la nation. Alors, cette question de la Constitution, cette question du statut politique du Québec, ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème de demande. Ce n'est pas que les Québécois n'ont pas d'appétit pour ça. C'est un problème d'offre politique. C'est parce que les partis politiques ne savent pas comment faire avancer cette question. On parle des patriotes. Aujourd'hui, on commémore leur mémoire. Pendant 2 siècles et demi, et même un peu plus, cette question du régime a été fondamentale dans notre histoire. Ce n'est que depuis 20 ans que la question du régime est devenue secondaire. Elle a toujours été centrale. Alors, l'aberration, c'est pas l'aberration, c'est les 20 dernières années. Ce ne sont pas les 250 et même un peu plus d'années qui ont précédé. Il y a un appétit, il y a un intérêt, c'est dans notre culture politique. Mais on ne sait pas comment porter cela. Alors, à mon grand malheur, après avoir montré de l'intérêt pour cette question du régime, M. Lisée s'est désintéressé. Mais je veux juste, une dernière chose, je voudrais ajouter avant que je l'oublie. Au moment de notre sondage, la CAQ était à 34 %, QS était à 10 % et le PQ était à 22 %. Les libéraux étaient à 32 %. Il y avait 30 % d'électeurs indépendantistes à la CAQ et il y avait 50 % d'électeurs indépendantistes chez QS. Et le sondeur, c'est-à-dire M. Lisée a demandé au sondeur du parti, Louis-Philippe Bourgeois, il lui a dit ceci: « Est-ce que tu crois qu'avec les mesures que propose Frédéric, nous serions capables d'aller chercher les indépendantistes chez QS et chez la CAQ? » Et la réponse du sondeur a été très claire. Oui, nous sommes capables d'aller les chercher et c'est ma conviction forte. La seule façon de réunir des électeurs du plateau Mont-Royal, de Québec, du 450 ou des régions, de les ramener vers le même parti politique, c'est de faire une campagne sur la fierté d'être québécois en faisant une campagne sur le statut politique du Québec. Et si on additionnait tous les indépendantistes à la CAQ, donc 30 % d'indépendantistes à la CAQ était à 34 % à l'époque, on ajoutait 12 % à notre vote, donc on passait de 22 à 34 %, et on ajoutait ceux de QS, bref, on montait autour de 38 % en rassemblant tous ces électeurs sous notre bannière. Donc on aurait été en position de former un gouvernement majoritaire. Malheureusement, M. Lisée a soufflé le chaud et le froid, et il était un leader affaibli à ce moment-là pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qu'il explique lui-même dans son livre.
Et il avait beaucoup changé d'idée. Lorsqu'il a amené ce changement devant la députation, devant d'autres, ça n'a pas été bien reçu pour des raisons, je crois, de leadership de M. Lisée, parce que ça venait de lui. Il y avait une méfiance qui s'était installée, etc. Et donc ça n'a pas été retenu. Alors moi, j'ai dit à M. Lisée, si tu ne fais pas campagne là-dessus, le seul thème fort qui nous reste, c'est de faire campagne sur l'immigration. Alors, à l'époque, le PQ promettait de ne recruter que des immigrants qui parlaient déjà français. Alors, j'ai dit à M. Lisée, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase. Et j'ai fait des petits calculs. Lui ai-je dit, avec ce que nous proposons, on recruterait environ 30 000 immigrants par année. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais disons à peu près 30 000. Et je lui ai dit, il faut dire ce chiffre le plus souvent possible. On va recruter 30 000 immigrants par année. Alors, M. Lisée, encore une fois, je pense parce qu'il y avait de l'opposition à l'interne, a décidé de ne pas faire campagne sur ce thème de l'immigration. Il n'en a presque pas parlé, alors que notre programme, me semble-t-il, était supérieur à celui de la CAQ là-dessus. Et par conséquent, eh bien, voilà, sur quoi est-ce qu'on a fait campagne? Eh bien, des lunchs gratuits dans les écoles, les vraies affaires, le Tinder du covoiturage, encore une fois, les vraies affaires. Et évidemment, on a eu le résultat que vous connaissez, donc un résultat tout à fait catastrophique. Alors, la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Je vais donc juste peut-être évoquer quelques pistes de solutions. Alors, la première chose, il faut se préoccuper de cette question de la diversité. Alors, j'en vois qui froncent les sourcils, mais pas dans le sens où on l'entend le plus souvent. Au Canada, ceux qui incarnent la diversité, ce qui fait la diversité du Canada, c'est l'existence du peuple québécois à l'intérieur du Canada. Alors, pour nous, le combat pour la diversité, ça doit être le combat pour le maintien et l'épanouissement de notre culture, n'est-ce pas? Et non pas de faire comme le veut l'idéologie multiculturaliste canadienne, par exemple, encourager le maintien de la culture chinoise au Québec au nom de la diversité. Ça n'a absolument aucun intérêt, parce que figurez-vous qu'il y a 1,5 milliard de Chinois dans le monde. En tant et aussi longtemps qu'il y aura des humains sur la Terre, il y aura cette civilisation chinoise avec ce qu'elle nous a donné de mieux, comme la Grande Muraille, et Confucius, et de pire, comme Mao Zedong. Mais bref, il y aura cette culture chinoise que j'envie parce qu'elle est forte, parce qu'elle n'est pas menacée. Alors pour nous, de maintenir la culture chinoise au Québec, ça n'a absolument aucun sens. Notre contribution à la diversité, ça doit être le maintien de la culture québécoise au Québec, n'est-ce pas? Et c'est extrêmement important. Oui, merci. Et cette question est liée de façon très forte à la question de l'immigration. En 1996, il y avait au Québec 82% de gens de langue maternelle française. En 2011, on était descendu à 79%. En 2036, selon les projections de Statistique Canada, on va être à 70%. Et en 2100, on pourrait tourner, au niveau du nombre de langues maternelles françaises, on pourrait tourner autour de 50%. On pourrait être en voie de devenir un gros Nouveau-Brunswick. Alors, la variable clé de cette diminution du langue maternelle française, qui n'est pas, certes, le seul critère pour juger de la santé du français, mais qui est un critère quand même important parmi quelques-uns. Donc, c'est un des critères importants. La variable la plus fondamentale, c'est bien sûr l'immigration. Alors, il faut choisir une immigration qui, d'abord, va déjà parler notre langue. Donc, on doit choisir exclusivement des immigrants qui parlent déjà français, que ce soit leur langue maternelle ou une langue qu'ils ont apprise, mais qu'ils le parlent déjà. Et on doit choisir des immigrants qui sont éduqués, qui ont été dans des bonnes institutions scolaires,
qui vont partager nos valeurs humanistes, nos valeurs de laïcité, nos valeurs d'égalité homme-femme. Et quand vous avez cette combinaison d'immigrants qui ont cette éducation, d'immigrants qui ont déjà la langue française, et donc une combinaison pour favoriser une réussite culturelle de l'immigration, car l'immigration, c'est d'abord et avant toute chose une question culturelle, eh bien, vous allez avoir des immigrants qui vont tout naturellement, sans qu'on ait à faire le moindre effort, s'intégrer spontanément à la majorité francophone et qui, au fil des générations, je n'ai pas peur de le dire, vont s'assimiler à la culture québécoise. À terme, nous devons travailler à l'assimilation des immigrants. L'assimilation des immigrants, c'est la mesure ultime de l'inclusion. Encore une fois, peut-être pas à la première génération, mais à la deuxième et à la troisième. Quand les gens sont assimilés, ils sont 100% québécois. Et c'est très important de le dire. Et il faut absolument occuper ce terrain, parce que si on n'occupe pas ce terrain, on abandonne les craintes par rapport à l'immigration, on abandonne ça à des groupes comme la Meute, qui, eux, vont jeter l'anathème sur les immigrants, qui, eux, vont vraiment susciter de l'hostilité, qui, eux, vont s'emparer de ça, et là, ça va complètement déraper. Donc, c'est très important d'arriver avec un discours, disons, réaliste, mais décomplexé, et c'est ce que nous devons faire. Et les seuls que nous ne voulons pas assimiler, ce sont les anglophones et les autochtones, les deux autres communautés historiques constitutives du Québec et du Canada. Alors, évidemment, il y a cette question du régime qu'il faut absolument porter, encore une fois, dans le sens où je le disais, comment sortir de la caisse de résonance, comment arriver avec du neuf. Eh bien, c'est en forçant cette négociation constitutionnelle, parce qu'en ce moment, la question du régime, c'est notre impensé, c'est notre impasse et c'est notre impuissance. On est totalement dans l'impuissance par rapport à cette question. Et donc, pour ça aussi, il faut faire une meilleure pédagogie du régime. Et cette pédagogie, malheureusement, je pense que nos leaders nationalistes ont un peu perdu, ne savent plus suffisamment faire cette pédagogie du régime. Je vais vous donner un exemple de pédagogie du régime qui n'a pas été faite. Rappelez-vous, l'hiver dernier, il y a eu cette manifestation à Montréal contre la loi 21, organisée par nul autre que Adil Sharkawi, et on a vu toutes sortes de gens défiler dans les rues de Montréal, notamment avec des pancartes qui associaient la croix gammée, n'est-ce pas, au projet de loi 21. Alors, François Legault, Adolf Hitler, n'est-ce pas, même combat, rien de moins que cela. Et tout ça était organisé par Adil Sharkawi. Alors, la première question qu'il faut se poser, et que je crois personne, malheureusement peu de gens se sont posés, c'est la suivante. Comment ça se fait qu'un prédicateur salafiste, fanatique et dangereux soit parmi nous? Et la réponse est la suivante. M. Sharkawi a été visé par les autorités pour être déporté dans son Algérie natale. Il a aussi été accusé par les autorités. Mais M. Sharkawi s'est embauché un bon avocat et ses avocats ont plaidé la Charte canadienne des droits et libertés. Ils ont plaidé la question du régime. Et ils ont fait tomber les accusations contre M. Sharkawi. Et ils ont fait tomber l'ordre de déportation qui le visait. Et maintenant, M. Sharkawi est avec nous, citoyen canadien, jusqu'à ce qu'il trépasse. Il est avec nous jusqu'à sa mort. Alors, la question du régime, c'est ça aussi. La Charte canadienne des droits et libertés a bousillé notre système de justice. Si vous vous demandez pourquoi les méga procès contre la corruption échouent, les enquêtes, pourquoi des présumés meurtriers, des présumés violeurs sortent de prison sans avoir à faire face aux accusations qui étaient portées contre eux, regardez la Charte canadienne des droits et libertés et tous les droits qu'elle a donnés aux accusés qui ont complètement bouleversé notre système de justice.
Alors ça, c'est un autre aspect de cette pédagogie du régime, malheureusement, qu'on ne fait plus. Évidemment, une autre chose qu'on ne fait pas suffisamment, c'est de dénoncer tous ceux qui nous traînent dans la boue, qui s'attaquent à la réputation du Québec. Avec la loi 21, les exemples ont été tellement nombreux qu'on en perd le compte, mais moi j'en retiens un. Lorsque le projet de loi 21 a été adopté en juin dernier, Mme Notley, l'ancienne première ministre de l'Alberta, pas n'importe qui a été élue donc premier ministre pendant un mandat. Alors Mme Notley a dit que c'est un jour triste pour le Canada quand le racisme triomphe, etc., etc. Alors, je voudrais juste rappeler ceci à Mme Notley. En 1892, il y avait 50% de francophones dans le territoire de l'Alberta, de ce qui est aujourd'hui l'Alberta. Et qu'est-ce qu'on a fait en 1892? On a fermé les écoles françaises de l'Alberta et on a éradiqué totalement, ou presque totalement, la présence française en Alberta. Alors, Mme Notley, si vous cherchez le visage de l'intolérance, allez à la salle de bain la plus proche et regardez-vous dans le miroir. Alors, cette question du régime, donc, je le disais, elle est absolument essentielle. Alors, juste un instant que je retrouve mes notes. J'aimerais énormément que nous soyons dans une situation où on soit, où on aurait une majorité de Québécois qui veulent foncer vers un référendum, qui veulent voter oui dans un référendum, mais malheureusement, sondage après sondage, résultats électoraux après résultats électoraux, ça, nous ne voyons pas à court terme le jour arriver où la tendance des dernières années, je dirais même des dernières décennies, va se renverser. Et comme disait le général de Gaulle, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Et la réalité, elle est triste pour nous, mais c'est celle-là. Mais il y a une chose que nous pouvons faire. On peut forcer une négociation constitutionnelle avec le Canada. Ça, c'est une mesure réaliste, c'est une mesure réalisable. La seule chose dont on a besoin pour faire cela, c'est d'une majorité à Québec. C'est la seule chose dont on a besoin. Une fois qu'on a une majorité à Québec, on peut forcer un nouveau round de négociation. Alors moi, je suis un indépendantiste de la première heure, comme je vous le disais, et je suis persuadé que la seule façon pour rendre notre projet à nouveau palpable, intelligible, pertinent pour nos concitoyens, c'est de tenter de faire des gains, de faire la bataille contre le régime fédéral, n'est-ce pas? Et en même temps, ça nous permettrait de corriger un peu l'injustice, le coup d'État dont nous avons été victimes en 1982. Alors, et c'est en remettant le Québec en mouvement qu'on va commencer à apercevoir la lumière au bout du tunnel. Alors, vous savez, pour moi, si on réussissait à relancer une discussion constitutionnelle, ça me fait un peu penser au hockey. Je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons entre le hockey et la politique. Ce serait comme pour nous faire les séries. Alors, en janvier dernier, la dernière équipe au classement général de la Ligue nationale de hockey, c'était les Blues de Saint-Louis. Alors, les Blues de Saint-Louis, qui étaient donc derniers, pour une raison un peu mystérieuse, mais en tout cas, il y a eu un changement de gardien, si je me souviens bien. Mais bref, tout d'un coup, ils se sont mis à jouer un peu mieux, et beaucoup mieux. Et là, ils sont arrivés au mois d'avril et ils se sont qualifiés de justesse pour les séries. Et comme on dit en langage de hockey, les séries, c'est la vraie saison qui commence. Et qui c'est qui a gagné la Coupe Stanley cette année? Ce sont les Blues de Saint-Louis. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Bastien, pour cette petite conférence.